Pourquoi faut-il le soutenir, le Sango Coin de la République centrafricaine? C'est la grande question que l'on se pose ce jour. Eh bien, vous aussi, vous avez le droit d'appeler. Participez à la réflexion. Dites-nous les raisons pour lesquelles les Africains devraient tous se mettre unanimement derrière la République centrafricaine pour encourager le Sango Coin. Il faut bien rappeler que la République centrafricaine a officiellement adopté cette monnaie le 3 juillet dernier. Et donc, le Sango Coin, c'est le nom qui lui a été attribué. Il s'agit d'un bitcoin qui, selon les autorités, permettra à ce pays de trouver un système de ressources financières indispensable à son développement. Maintenant que les dés sont lancés, quelles sont les raisons pour lesquelles il faut donc soutenir cette monnaie, le Sango Coin? Les crypto-monnaies étant assez haut de gamme, comment rendre le Sango Coin utile aux citoyens lambda? Voilà autant de questions que nous nous posons en ce moment et les réponses, c'est dans quelques instants. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Bienvenue à cette édition du Point sur l'actualité. Vous êtes bien sur les antennes de Foyo Média. Vous nous retrouvez sur toutes les plateformes, sur les satellites Eutelsat et Amos, mais aussi en direct sur la 96.3 FM. D'autres ont téléchargé l'application sur Play Store pour ne rien manquer. Et bien sûr, le grand nombre pour ce soir se retrouve sur Facebook et le live YouTube. Vous faites bien de nous faire confiance. Eh bien, nous parlons de la RCA avec cette question qui s'affiche au bas de votre petit écran. Pourquoi soutenir la crypto-monnaie Sango? C'est donc la monnaie virtuelle centrafricaine. Et pour en parler ce soir, je voudrais d'abord introduire notre consultant permanent. Jonathan Tenguene est avec nous. Bonsoir, Joe. Bonsoir, Bachir Mohamaladan. Bonsoir à notre éminent aîné qui est là et que vous aurez le plaisir de présenter. Bonsoir à tous les Africains, tous les panafricanistes, à tous les inconditionnels du programme, que ce soit en ligne ou devant leur petit écran ou avec leur poste récepteur. Bonsoir à tous les techniciens, à la direction générale, aux autorités du Cameroun, mais particulièrement aux forces de sécurité et de défense qui réalisent tous les jours des exploits sur tous les fronts au Cameroun. Eh bien, vous l'avez dit, notre illustre invité n'est autre que Jules Ndiaye. Jules Ndiaye, panafricaniste convaincu. Aujourd'hui, il arbore la casquette du président du patronat entrepreneur panafricain. Il est avec nous pour cette thématique on ne peut plus importante. Jules Ndiaye, bonsoir. Bonsoir Bachir, bonsoir à vos téléspectateurs, bonsoir à toute l'Afrique qui nous regarde. Bonsoir à ceux-là qui, depuis, ne m'ont pas vu sur le petit écran. Oui, oui. Vous nous avez manqué sur les antennes de Foyo, il faut bien le dire, depuis votre dernier passage. On vous attendait, en tout cas on sait que la tâche était très ardue. Le lancement du Sango Coin, vous étiez impliqué bec et ongle. Dites-nous tout, Jules Ndiaye. Oui, nous étions impliqués en tant que panafricanistes. Nous avons décidé comme je l'ai toujours dit, il est temps de passer aux actes. Les discours, le panafricanisme ne doit plus être des discours vains. Nous avons créé un mouvement patronal qui s'appelle Entrepreneurs panafricains et ce patronat a pour mission de soutenir et d'accompagner tous les États africains dans leur développement et un développement qui sera au profit des populations africaines parce qu'il y a certains États africains qui impulsent un certain développement au pays de l'Hexagone, au profit de l'Hexagone. Donc, nous avons une nouvelle approche, une nouvelle manière de penser. Nous devons aussi entreprendre le panafricanisme. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous sommes sur le terrain de l'implémentation. C'est pour ça que nous sommes allés prêter main forte aux autorités centrafricaines dans l'implémentation du projet Sango Coin. Oui. Alors, comment se porte le Sango Coin, justement, Jules Ndiaye? Depuis le lancement officiel, c'était le 3 juillet. Les téléspectateurs de Foyo Média ont même vécu tout cela en direct. Alors, comment se porte cette monnaie aujourd'hui? Bon, la monnaie a été lancée, Bachir. La monnaie a été lancée, elle a été présentée, le concept a été présenté au public du monde entier, au public africain. Et dans quelques jours,
vous aurez la mise sur le marché du Sango Coin. Oui. Bon, mais non, il faut savoir, il faut comprendre le fonctionnement. Oui. Le Sango Coin, c'est un crypto actif. Oui. On utilise le mot monnaie par abus. D'accord. C'est un abus de langage. Donc, crypto-actif, c'est pas trop technique? Crypto actif parce que c'est des actifs qui font une monnaie. Voilà. Si vous pouvez avoir une monnaie sans des actifs. Oui. Ça devient une monnaie volatile, une monnaie un peu comme le CFA, en d'autres termes, parce que le CFA n'a pour seul actif que la Banque de France. Vous voyez, donc le CFA n'est appuyé sur rien de solide. Donc là, vous avez une monnaie numérique qui s'appelle le Sango Coin, qui en fait est un actif parce que c'est, quand vous analysez la présentation du chef de l'État, du président professeur Faustin Archange Touadéra, il vous démontre que cette monnaie est appuyée sur des ressources. Cette monnaie, le Sango, est appuyé sur des projets. Oui. Voilà. C'est-à-dire que, dorénavant, on pourrait lancer un vaste programme immobilier, logements sociaux de 20 000, 30, 50, 100 000 logements sociaux, à hauteur de, je vous prends un exemple, Oui. à hauteur de 1000 milliards de francs CFA. Oui. Alors, pour le réaliser, la RCA n'aura plus forcément besoin de courir après le FMI pour chercher un emprunt afin de satisfaire ces populations, Oui. ou encore de courir après la Banque mondiale. Voilà. La RCA, à partir de sa monnaie, va faire ce qu'on appelle la tokenisation. OK. Ils vont tokeniser le projet et n'importe quel citoyen du monde qui a un smartphone et qui désire acheter des actions, des actifs, Oui. acheter des actions, crypto sur la monnaie Sango, Oui. va le faire à partir de son téléphone pour impulser le projet, pour réaliser le projet. Donc, il faut comprendre le fonctionnement. C'est un fonctionnement qui est, je dirais basique, mais sécurisé. Est-ce que ça ne ressemble pas un peu au troc? Oui, en d'autres termes. Oui. À la seule différence qu'ici, vous n'avez pas d'intermédiaire. OK. Ici, le seul intermédiaire que vous avez, c'est celui qui vous vend le produit. Ou alors celui qui achète le produit. Donc, la technologie blockchain est une technologie sécurisée. Oui. Vous savez, il faut déjà qu'on explique aux populations ce que c'est que la crypto. Oui. Vous voyez, en mathématiques, quand on parle de cryptographie, c'est l'ensemble des études qui consistent à sécuriser, pas le mécanisme des chiffres. Voilà. Oui. Donc, c'est ça la cryptographie, c'est ça la crypto-monnaie. C'est un système économique sécurisé. C'est pour cela que vous avez, dans le processus, vous avez les codes et les rencodages. Voilà. C'est tout ce processus qui aboutit à la crypto. Et c'est pour cela qu'on parle de crypto, cryptage. Vous voyez? Donc, crypter quoi? Crypter quoi? Crypter une transaction. Éviter, empêcher qu'elle soit détournée. Empêcher de perdre de l'argent. Sécuriser le mécanisme d'opération entre deux partenaires, deux individus. Donc vous voyez qu'ici, il n'y a aucune chance pour les fraudeurs. Il n'y a même aucune chance pour ceux-là qui spolient l'Afrique francophone depuis 1945 au travers d'une monnaie appelée le CFA. Donc, et vous allez comprendre pourquoi les crypto-monnaies aujourd'hui rencontrent beaucoup de difficultés dans la zone CFA. Parce que c'est une technique de commerce, une manière de commercer qui va venir chambouler, qui est révolutionnaire. Oui. Voilà. Et vous savez, quand il y a révolution, il y a un gagnant et un perdant. Oui. Et donc, le gagnant, ça va être les peuples africains, et les perdants seront les néocolons. Vous pouvez comprendre que cette monnaie aura beaucoup de difficultés à s'imposer parce que les néocolons ne vont pas hésiter d'actionner les nègres de maison, comme ils l'ont déjà d'ailleurs commencé du côté du Cameroun, hein, dans un dossier que vous connaissez très bien, je ne vais pas revenir dessus, l'affaire Simcoin. Ils ont actionné pour empêcher que les Africains comprennent le fonctionnement des crypto-monnaies. Parce qu'il faut comprendre que lorsque cette entreprise a commencé
à vendre ce produit, la vente s'accompagnait d'une éducation économique. Oui. Et cette éducation économique est dangereuse pour les néocolons parce qu'elle va permettre aux citoyens africains, camerounais, de comprendre enfin qu'ils sont maîtres de leur destin en adoptant, qu'ils deviennent maîtres de leur destin en adoptant les crypto-monnaies, l'utilisation des crypto-monnaies. Donc, il fallait donc impérativement trouver le moyen de casser la dynamique. On l'a traité d'escroc, on l'a traité de pyramide de Ponzi, on l'a traité de tous les noms, alors qu'en amont, le néocolonialisme a simplement actionné un bouton, un outil de la gestion économique sous-régionale qui a pris des dispositions qui empêchent aujourd'hui à ce jeune entrepreneur camerounais de continuer ce travail. Ce travail, c'est un mécène. C'est un travail de mécénat parce que mobiliser, sensibiliser, expliquer aux populations que depuis la nuit des temps, on est spolié. Nous pouvons dorénavant gagner de l'argent en étant maîtres des procédures sans que notre argent ne transite par Bercy pour que la moitié soit ponctionnée dans le compte des opérations. Le fait de l'avoir fait aujourd'hui nous donne tout ce qu'on a aujourd'hui comme sabotage, campagne orchestrée par les nègres de maison, actionnés par le néocolonialisme pour tuer leurs propres frères africains. Bien. Merci Jules Diawé pour ce jet qui nous permet en tout cas de magnifiquement planter le décor. Jonathan Batengene, quelle est votre lecture de cette crypto-monnaie centrafricaine Sango Coin? Sango qui, il faut bien le dire, a quand même commencé à prendre son envol si l'on s'en tient aux explications à nous donner tout à l'heure par Jules Diawé. Le Sango Coin, Bachir, ce n'est pas un secret. Nous le disions ici. L'une des plus belles nouvelles qui nous soit parvenue après la nouvelle de libération du territoire malien par les forces d'occupation françaises, c'est bien sûr la question du projet Sango. Le Sango, c'est un projet qui vise à faire de la Centrafrique le hub des crypto-entrepreneurs, Oui. le hub des crypto-actifs. Il faut peut-être expliquer, quand on parle de hub, ce que ça signifie. Oui. Un hub, c'est un espace géographique sur lequel on a une forte densité d'activités du même domaine. À partir de ce moment, on parle d'un hub. Et le hub, dans le domaine technologique, c'est parfois aussi un signe de vitalité. Et nécessairement, cela a un impact sur le domaine économique. Prenons un peu le cas des GAFAM, c'est-à-dire Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Les géants de la technologie états-unienne sont presque installés dans la même localité. On appelle cela la Silicon Valley, je crois dans le Texas. Et cette Silicon Valley, également dans le Texas, vous retrouvez le géant de l'aérospatiale à Houston, l'entreprise, la NASA. On parle là d'un hub. Le Japon également a son hub. Dans ce hub, vous trouvez les géants de l'industrie automobile avec des géants de l'industrie électronique. Oui. Également, la Chine. Tous les Africains savent que quand ils vont en Chine, ils vont, quand ils ont besoin de technologie, se retrouvent dans des villes comme Guangzhou, qui sont des hubs technologiques, ou bien Wuhan, qui sont des hubs technologiques dans le domaine de la recherche en médecine. Eh bien, le projet du président Touadéra, c'est de créer un hub au niveau de la Centrafrique. Il ne dit pas au niveau simplement de Bangui, il dit de la Centrafrique. C'est-à-dire qu'il considère non pas la Centrafrique comme étant un pays qui se limite au développement infrastructurel de Bangui, mais comme un pays qui a besoin de développer tous les éléments, toutes les villes du pays. Et quand on regarde, l'ambition, elle semble un peu pharaonique, si ce n'est démesurée pour ceux qui ont une lecture minimaliste, que non. Il faut aussi expliquer ce que le crypto-actif peut permettre. Dans le crypto-actif, tout à l'heure, le président Jules Diawé vous a parlé de ce qu'on appelle la tokenisation du projet. Oui. En fait, c'est une sorte de fundraising. Mais un fundraising qui est différent, parce que ce n'est pas un fundraising
en mode business angels. Ce n'est pas des individus qui mettent de l'argent à taux d'intérêt zéro et qui n'attendent rien en retour. En fait, dans ce fundraising, on donne la possibilité aux investisseurs de devenir actionnaires dans le projet. C'est dire que, puisque le territoire de la Centrafrique, quand vous le découpez géographiquement, regorge de ressources minières qui sont incommensurables. Pour l'instant, les estimations sont minimalistes. Il faut que les gens le sachent. On n'a pas encore donné des estimations réelles du potentiel minier de la Centrafrique. Donc, lorsque ce potentiel sera totalement exploré, vous comprenez que c'est un scandale du point de vue des ressources naturelles. Oui. Alors, le président Touadéra, dans la tokenisation de ce qu'il appelle les ressources naturelles, est en train de donner la possibilité à chaque citoyen d'Afrique d'abord, de Centrafrique en priorité, mais du monde en général, de devenir actionnaire dans l'exploitation d'une matière première. Et en fait, le système, si pour ceux qui nous comprennent, est tellement astucieux, comme l'expliquait le président Jules Ndiaye. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, quand vous voulez investir dans un pays comme la Centrafrique ou bien le Cameroun, qui sont dans la même sous-région, vous êtes obligé, si vous quittez la Chine, de faire transiter votre argent par la Banque centrale. Oui. Or, et comme l'a dit le président Jules Ndiaye, la Banque centrale de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest, ce n'est ni la BEAC, ni la BCEAO. C'est la Banque de France. La Banque de France. Le Trésor de France, en fait. Trésor français. C'est là où les comptes des opérations sont ouverts. Et c'est le Trésor français qui gère avec la Banque européenne et qui gère directement avec la Banque des règlements internationaux qui se charge du processus de convertibilité des monnaies. Oui. Et pendant cette période, il y a les lenteurs administratives, il y a des fonds que vous perdez dans le processus de convertibilité et il y a la disponibilité des devises dans le pays où vous voulez investir. Dans le cas où ce pays n'a pas assez de devises, votre projet risque de connaître un sérieux retard. Et vous savez qu'en matière économique, le temps, c'est de l'argent. Donc, quand il n'y a pas de temps, et quand il n'y a pas d'argent, quand il y a trop de temps, vous perdez encore plus d'argent. Avec le projet donc, du président Touadéra, le facteur temps est éliminé. Vous devenez actionnaire. Mais vous avez la possibilité en temps réel de voir ces actions converties dans l'économie réelle. C'est-à-dire de voir la Centrafrique mobiliser cela en vous disant, nous commençons le projet dans 3 mois. Et tous ceux qui auront souscrit au bout d'1 mois, vous voyez que dans 3 mois, le projet commence. On ne vous parle pas de l'accessibilité ou bien de la possibilité d'avoir des devises. Oui. On ne vous parle pas d'absence de devises. La Centrafrique réalise le projet. Vous voyez également qu'avec ce mécanisme, le président Touadéra peut rattraper des années-lumière de retard économique, de développement infrastructurel que la Centrafrique a aujourd'hui. Tout à fait, mais ça pose aussi un autre débat. Le second, peut-être on aura le temps de dire un mot là-dessus, celui de la continuité justement du président Touadéra au sommet de l'État. Sinon, à quoi voudra, je vais dire, ce projet? Il faut noter une chose. La question de la continuité du projet lié au président Touadéra, ça pourrait se poser, oui, c'est pertinent. Oui. Mais seulement, imaginez-vous qu'aujourd'hui, la Centrafrique réussisse à réaliser, je prends l'autoroute qui semble le plus pharaonique, c'est-à-dire entre la frontière camerounaise et Bangui. Bangui-Garaboulaye. Imaginez-vous, oui, que la Centrafrique finance ce projet en fin de cette année et réalise une autoroute sur cet axe-là. Vous croyez que la Centrafrique engage d'autres projets tout aussi mastodontes pour son développement? Vous croyez que vraiment le projet, les Centrafricains auront peur de le continuer après Touadéra? Non. En fait, dans l'élan où c'est parti, lorsque, et c'est ce que nous disons depuis le départ, c'est lorsque le président Touadéra, et c'est une invitation que nous faisons au gouvernement centrafricain, va passer à la phase pratique, concrète, en transformant les avantages de l'économie digitale vers l'économie réelle, que les autres Africains vont comprendre la pertinence, mais surtout l'avant-gardisme du président Touadéra. Ce projet est avant-gardiste. C'est un projet futuriste.
Ce projet est dans ce qu'on appelle, dans les théories économiques, un jumping frog. C'est-à-dire qu'au lieu qu'on se retrouve dans une continuité, comment dire, une continuité sur une suite numérique normale, c'est-à-dire 1, 2, 3, on est dans une continuité exponentielle. C'est-à-dire que le saut est un saut quantique. On part de 1 à 1000 du coup. Vous voyez un peu? Oui. On n'est pas dans la suite logique des nombres. On est dans des sauts qui peuvent bousculer des chiffres intermédiaires. La Centrafrique, avec ce modèle économique, peut financer tous les plus gros projets qu'il a aujourd'hui. Et le président Touadéra, ce qu'il a mis en place, nous le supplions, nous l'implorons de très vite mettre cela dans l'économie réelle. Il faut que les Africains, parce que c'est aussi un problème en Afrique, lorsqu'il y a un visionnaire qui pose un acte, il y a beaucoup qui se posent trop de questions, et parfois des questions qui sont inscrites dans le passéisme et dans la routine. Très bien. Nous sommes tellement habitués à souffrir pour réaliser des projets que lorsque quelqu'un trouve une idée géniale pour le faire très vite, nous sommes encore là à poser des questions de l'époque où nous souffrions. Non, le président Touadéra est dans le futur du monde, pas de l'Afrique seulement. Parce que l'économie digitale, c'est l'économie de demain. La Banque centrale européenne est aujourd'hui en train de créer la monnaie digitale de Banque centrale européenne. Très bien. Les Allemands ont depuis 2015 arrimé leur juridiction à l'économie digitale. La France, dont nous parlons parfois, aujourd'hui est en train de réfléchir à réformer son économie du point de vue digital. En fait, le président Touadéra a pris une longueur d'avance sur beaucoup de pays dits développés et le président Touadéra a inscrit la Centrafrique définitivement sur l'avenir. En tout cas, nous espérons que tout cela va marcher. On n'en doute pas. Jules Diaoui, alors vous me disiez dans votre premier jet que l'éducation à la crypto-monnaie est dangereuse pour les néocolons. Alors, pour les néocolons, alors nous, Africains, que l'on soit éduqués à cette crypto-monnaie, ce serait dangereux pour eux, mais pourtant, ils sont aussi très engagés, peut-être même trop en avance dans ce domaine. On va d'ailleurs découvrir avec les coupures de presse que Abolo va nous afficher pendant que vous nous expliquiez cela. Non, non, il faut bien comprendre. Ce qui est bien pour le reste du monde n'est pas bon pour l'Afrique, selon les néocolons. Oui. Il faut comprendre le principe. C'est pour ça que j'ai dit, vous avez vu, depuis 4 ans, Oui. il y a un... Là, vous voyez, l'Angleterre. Oui. Voilà l'Angleterre qui est en train de légiférer sur les crypto-monnaies. Oui. Vous voyez. À la suite du président Faustin Archange Touadéra, oui. l'Afrique du Sud, Oui. hier, a envoyé le projet de loi à l'Assemblée nationale. Tout à fait. Il faut rappeler pendant ce temps que l'Afrique du Sud, le Nigeria et le Kenya sont dans le top 10 des pays qui utilisent le plus de crypto-monnaies en ce moment. Vous poursuivez. Voilà. Alors là, vous avez Binance, le patron de Binance qui a été reçu par Macron. Oui. Il faut qu'on vous explique qui est Binance. D'accord. Et après, avant d'aller voir Macron, il a vu Macky Sall. Oui. Il a rencontré Macky Sall. Et non, après avoir vu Macron, il allait voir Macky Sall. Oui. Et après, il allait voir le président de Côte d'Ivoire. Oui, Alassane Dramane Ouattara. Vous voyez? Oui. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous expliquer. D'accord. Parce que les gens doivent comprendre les causes de beaucoup de batailles. Mais avant d'arriver à ce niveau-là, je vais commencer par répondre à la question que vous m'avez posée. Oui. Un jeune entrepreneur, professeur de mathématiques, arrive avec un concept. Oui. Vous lui donnez 100 000 et chaque mois, il vous donne 25 000. C'est-à-dire quoi? Vous misez 100 000 francs dans le projet Lieb Limal et chaque mois, vous avez 25 000. Pendant 4 années, des gens ont touché, ceux qui ont misé 100 000 ont touché 25 000 tous les mois. Oui. Et puis subitement, ça s'est arrêté. Avant que ça ne s'arrête, il faut que je vous explique pourquoi. La capacité, parce que aujourd'hui on parle de pyramide de Ponzi. Oui. Lorsque vous prenez de l'argent, lorsque monsieur prend d'argent 100 000 francs, il fait une collecte de 100 000 francs. Ce n'est pas différent de ce qu'une banque fait avec nos dépôts. Tout à fait. Il fait la collecte,
il prend cet argent, il va payer une token sur un marché de Singapour. Il prend une token de 500 millions, parce qu'il a cotisé 500 millions. Au bout de 23 jours, les 500 millions ont produit 650 millions. Vous voyez que il est en mesure de vous rembourser, de respecter son engagement, de vous donner vos 25 000 francs tous les mois, vous qui avez souscrit 100 000 francs. Voilà. Qu'est-ce que les banques classiques font? Elles collectent l'argent de nos dépôts et notre épargne. Elles vont financer des projets. Ces projets génèrent des bénéfices. Et parfois, lorsque vous avez mis votre argent dans un compte d'épargne, on vous dit le taux d'intérêt est de 3% an. 3% an. Oui. C'est-à-dire, tu mets 100 millions en épargne dans un compte, la banque dit qu'elle te donne 3%. Donc, 3 millions l'année. Vous avez à côté un gars qui arrive, qui a découvert ce que les banques arrimaient au système COBAC, donc au système néocolonialiste. Comment ils font pour gagner de l'argent? Ils copient, ils contournent par le vide juridique, parce qu'aujourd'hui, il y a une économie numérique, un développement digital. Il augmente de 22% ce que la banque classique pilotée par les néocolons vous donne. Il augmente ça de 22%. Vous voyez? Et en augmentant de 22%, il contribue à créer de la richesse sur le continent. Il contribue à émanciper le peuple sur les questions d'économie qui nous entourent, d'économie numérique en d'autres termes. Il aide le citoyen à augmenter son revenu parce que la banque classique opère de la même manière mais ne te reverse que 3%. Parce que la banque classique, quand elle gagne de l'argent, la preuve, sur 10 banques qu'il y a dans notre économie, 7 sont des multinationales qui appartiennent à des systèmes que nous connaissons. Donc quand elles font des profits, ça rentre chez eux, ça nourrit ce système. Mais lui, quand il va gagner, non seulement celui, l'épargnant africain qui a misé sur ce produit, voit son gain augmenter de 22% comparativement à ce que les banques classiques lui proposent. Donc, il peut envoyer son enfant faire de bonnes études, mais lui-même, le promoteur, quand il gagne cet argent, il réinvestit dans l'économie locale. Il crée de l'emploi. Vous voyez? Il crée de la richesse. Et ça, vous savez très bien que le système qui a été mis sur pied a été mis sur pied pour que l'Africain francophone ne s'émancipe pas économiquement, qu'il ne vive pas de manière décente, qu'il ne soit pas aussi un jour prompt à envoyer ses enfants à Harvard ou alors à créer les conditions pour qu'il y ait un Harvard en Afrique. Donc, tout est créé pour qu'il y ait une dépendance. Et la crypto-monnaie, telle qu'a commencé à l'implémenter, ce jeune génie, je l'appelle un génie, avait pour objectif de nous aider à sortir de la pauvreté. C'est pour cela qu'en sa langue maternelle, il a appelé son projet Liep Limal. La pauvreté est finie. Liep Limal, la pauvreté est finie. Et à cause de ça, la France donc, les néocolons, vont voir un danger. Ils vont donc commencer par sectionner les mécanismes par lesquels ils permettaient la transférabilité de l'argent numérique en monnaie fiduciaire pour faire face à ses engagements vis-à-vis de ses contractuels, vis-à-vis de ses épargnants. Donc lorsqu'ils vont sectionner ces mécanismes en actionnant un outil néocolonialiste qui s'appelle la COBAC,
qui n'est autre qu'une sous-chambre du grand outil néocolonialiste qu'on appelle la BAC, qui est une représentation du trésor français dans notre environnement. Il faut dire les choses. Donc, on actionne dans la COBAC, qui lui rappelle que lui, il n'est qu'une société, il n'a pas le droit de faire cela. Qu'est-ce que le petit génie va faire? Il va racheter une société de microfinance en se disant, bon, puisque le principe de la microfinance, c'est l'épargne d'une communauté, il se dit que tous ses clients vont d'abord devenir membres de la microfinance et donc l'argent va tourner selon le principe réglementaire de la COBAC, de la microfinance régie par la COBAC. Donc il essaye de se normaliser. Et là, boum, le néocolon comprend que le petit génie est en train de contourner l'obstacle. Va donc décider d'empêcher toutes les banques de premier ordre, qui sont des banques qui ont vocation à faire les transferts internationaux. On va leur demander d'empêcher à cette microfinance de travailler dorénavant avec elle. Alors, pour ne pas traîner là-dessus, on a bien compris l'explication. Est-ce que la RCA ne risque pas de tomber dans le même piège? J'en viens. Oui. J'en viens. C'est pour cela que... Puisque je vais bien comprendre le lien. Il faut ouvrir grandement vos oreilles. Et vous allez comprendre que le cas Limal a été un cas d'étude pour nous autres. Parce que vous savez, lorsque le néocolon réfléchit à comment nous maintenir sous l'asservissement, nous aussi nous réfléchissons comment sortir de l'asservissement. Et donc, ce mécanisme va être mis sur pied et le projet de ce jeune entrepreneur va se retrouver coincé. Et les mêmes vont aller actionner parce que quand c'est coincé, il ne peut plus, il a de l'argent sur les marchés crypto qui ne peut plus ramener et transformer en monnaie fiduciaire. Et donc n'arrive plus à respecter ses engagements vis-à-vis de ses contractuels, de ses partenaires. Et c'est les mêmes qui vont financer la campagne contre ce jeune entrepreneur. Au profit de qui? De Binance. Et vous venez de voir le patron de Binance avec Ouattara, avec Macky Sall et avec Macron. Alors, son objectif, un temps soit peu. Si moi je suis le leader de la crypto-monnaie, comme l'est ce Chinois, hein, mes frères, et qu'un pays a légiféré, ce pays s'appelle la RCA, je vais d'abord où? Voir celui qui a légiféré pour voir comment améliorer le cadre opérationnel ou alors aller au Sénégal voir quelqu'un qui ne pense même pas à digitaliser son économie. Vous voyez? Vous comprenez simplement que c'est une stratégie. Binance est dans une logique de détruire l'Africain qui avait déjà pignon sur les marchés des crypto-monnaies en Afrique francophone, de le détruire avec la complicité de ses frères et d'accélérer l'implémentation de Binance sur le marché parce que Binance est l'entreprise par laquelle la France va opérer pour reprendre le contrôle de l'économie numérique et des cryptos dans la zone CFA. Comme c'est fait avec le CFA, c'est ce que vous nous dites. Justement. Très bien. Permettez qu'on donne la parole à quelques téléspectateurs, Jules Ndiaye. Ils sont nombreux au bout du fil. Je vois Jonathan Batingini vous applaudir tout simplement. Et notre ami Ken Elokunen qui nous dit merci pour cette émission pédagogique avec M. Jules Ndiaye. Merci à vous également, Ken. Alors, allons donner la parole à Lamine Diop depuis Genève, en Suisse. Lamine, bonsoir, cher ami. Oui, bonsoir mon cher Bachir, bonsoir aussi à tes invités, M. Ndjawe, M. Batingene, et puis à l'ensemble des téléspectateurs de Leader de Foyou, ainsi que votre régie technique. J'entends bien les analyses, certes, mais disons que, mon cher Bachir, à propos de cette crypto-monnaie en RCA, c'est qu'il y a plusieurs choses. La première, ce sont des problèmes ponctuels qu'on connaît très bien, mais sur lesquels il faut avancer beaucoup plus vite, parce qu'il y a urgence. C'est la question des décaissements auprès du Trésor public français, entre autres. Vous savez, ce levier de contrôle qui est le CFA
que la France utilise contre Bangui pour lui faire chanter et changer de stratégie politique. La deuxième chose, c'est qu'il est fort probable que ces crypto-investisseurs, derrière ces blockchains, se connaissent et communiquent entre eux. Enfin, d'influencer le cours du Bitcoin grâce à des opérations concertées. D'ailleurs, si vous en souvenez, j'avais émis des doutes là-dessus il y a un moment. Eh bien, mes doutes à propos de la forte présence des néocolonialistes dans les blockchains semblent plus ou moins se confirmer si on s'en tient de la nouvelle loi adoptée par la Douma d'État de la Fédération de Russie. Certainement sous les rapports des renseignements généraux russes, les meilleurs au monde. Et tout a sa conclusion logique. Et peut-être, selon les renseignements généraux russes, les 0,01% des détenteurs de cette valeur virtuelle décentralisée, contrôlant 27% de la monnaie en circulation selon une étude de Wall Street Journal, sont bel et bien des colons occidentaux et peuvent utiliser les blockchains selon les besoins géopolitiques du moment pour atteindre des objectifs bien précis. Et en conséquence, la Douma d'État réagit. En effet, la Chambre basse de la Fédération de Russie a adopté une loi le mois de juin dernier interdisant directement le paiement de biens et de services avec des actifs financiers numériques, c'est-à-dire, grosso modo, avec la crypto-monnaie dans le commerce interne du pays. Donc, je finis par là. En conséquence, tout ça, ça crée des difficultés particulières. Et devant ces difficultés particulières, eh ben, il faut des réponses nouvelles et restrictives que la Russie vient d'adopter parce que l'adversaire utilise tout ce qui lui tombe sur la main. Et ils sont prêts à la bataille. C'est ainsi. D'ailleurs, je n'ai aucun conseil à donner à propos de la RCA, à propos de cette crypto-monnaie en RCA. Je fais que constater ce qui se passe en Russie et j'en partage. Et il faut rappeler que la Russie est notre référence en termes de renseignements généraux à l'égard de ces colons occidentaux. Merci, belle fin d'émission. Nous avançons avec confiance vers l'avenir, chers camarades. Merci, à bientôt. Allez, merci Lamine Diop. À très bientôt. Vous rappelez quand vous voulez, si une inspiration vous revient. Pendant ce temps, Delphin, depuis Gitega au Burundi. Delphin, bonsoir. Bonsoir, mon cher frère Bachir. Merci une fois de plus de m'accueillir à la maison. Pour gagner en temps, je vais saluer les invités qualifiés et aller droit au but. Je suis d'accord avec mon frère Lamine. Au sens où le coût est comme une vitrine sécuritaire pour quasiment, j'allais dire l'Afrique, mais en fait quasiment pour tous les pays du monde. La Russie ne prend jamais des mesures sécuritaires sans y avoir longuement réfléchi. Néanmoins, je soutiens le projet Congo dans ce sens où, à court terme, c'est un formidable moyen de contrôler le franc CFA. Et nous nous rendons compte qu'avec la présence du patron du temps auprès du nain géopolitique télévisé, ce même nain géopolitique n'exerce pas un contrôle quasi total, poussé, j'allais dire déjà habituel sur les crypto-monnaies. Donc, la Centrafrique semble avoir encore une fenêtre à partir d'où elle peut agir. Moi, je ne démordrai pas d'un autre aspect, parce que pour moi, le Congo est une béquille. On est d'accord qu'avec une béquille, on n'avance pas assez vite. Au minimum deux béquilles, ou alors un moteur, carrément un véhicule supersonique. La Centrafrique ne doit pas négliger l'aspect sécuritaire de son territoire. Parce que, admettons que le Congo fonctionne d'ici 15 ans, ok. Il faudra tout de même que ce Congo soit adossé sur bien réel et non pas purement financier. Et le sous-sol centrafricain semble tout indiquer servir de support à la future monnaie centrafricaine, qu'il s'agisse du Congo ou d'une autre. Donc, pour moi, les autorités du Congo doivent maintenir la pression sécuritaire tout en pilotant le projet du Congo. Ça nous évitera d'être déstabilisés, comme est en train de l'évoquer, par exemple, le grand frère Njaoué, à travers le patron de Binance et ses accointances un peu douteuses, notamment avec le nègre de maison qui gouvernement de la Côte d'Ivoire. Donc, je vais m'arrêter ici et laisser les invités développer. J'aimerais bien que les Njaoué reviennent un peu au détail
le rôle du patron de Binance. Pour l'instant, moi, je ne suis pas très convaincu par ça. Même si c'est un Chinois et que généralement j'apprécie les Chinois, là, les histoires de Binance, là, à côté de Alassane Dramane Ouattara, non. Donc, je m'arrête ici et je laisse les autres continuer. Merci à vous, très cher Delphin, depuis Gitega au Burundi. Alors, Jean Sakponou essaye de nous joindre. Est-ce que nous l'avons au bout du fil? D'accord. Alors, un autre appelant dans ce cas, la ligne de Jean s'est coupée. Allô, bonsoir. Très bien. Voilà, le temps de reconnecter tout cela, on revient sur le plateau. Jonathan Batengene, c'est vrai que vous vouliez que je redonne la parole à Jules. J'aurais bien aimé qu'il explique encore un peu plus sur Binance. Alors, Jules Diawé, votre co-panéliste, vous passe la parole. Oui, Bachir, Oui. il faut expliquer aux populations, au peuple africain, que cette compagnie Binance, c'est une mastodonte des cryptos, du secteur de la crypto-monnaie. Ils ont plusieurs blockchains. Oui. Donc, ils ont une capacité de contrôle terrible. Et donc, lorsque un petit génie africain a développé son produit crypto, ces gars vont réaliser que les Africains sont en train de prendre le taureau par les cornes. Et donc, ils vont découvrir le poteau rose. Oui. Il faut donc impérativement bloquer la percée de cet entrepreneur par les mécanismes que j'ai expliqués, COBAT, BAC et autres, alors que, logiquement, ce n'est même pas possible, ça ne devrait pas. Juridiquement, ça ne devrait pas. Puisque tous ces instruments légifèrent sur la monnaie fiduciaire. Tous ces instruments légifèrent sur la monnaie fiduciaire. Il y a un vide juridique. Et ce vide juridique doit profiter à celui qui découvre la brèche. Et donc, quand on opère à la régularisation, on opère à cette régularisation en tenant compte de celui qui est déjà dans la brèche, logiquement. Voilà comment ça devrait se passer. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont d'abord tué l'entrepreneur, ils essaient de le tuer, et ils accélèrent de l'autre côté. Oui, ils essaient de le tuer, et ils accélèrent donc la percée et l'implémentation de Binance. Qui va venir faire le maillage terrain? C'est-à-dire quoi? Faire le travail que Lydia Bilman faisait. Ce travail, le faire, prendre le contrôle de l'espace, mais sous la forme, c'est-à-dire implémenter une forme numérique de ce qu'est le CFA aujourd'hui, via Binance. Vous comprenez? Et donc, c'est pour ça qu'il est à Paris. Parce que je vais vous dire, ce que vous devez aussi savoir, c'est à ce monsieur de Binance que la France a donné les études pour la mise en fonction d'une crypto française. Donc c'est lui qui pilote l'étude de la mise en fonction de la crypto française, et c'est lui-là qui doit venir aussi élaborer l'implémentation de la crypto, accélérer l'implémentation de la crypto dans le précaré france-africain. Vous ne voyez pas que c'est un moyen d'être juge et parti. Donc, la finalité de cette technique, c'est de nous imposer une crypto arrimée à l'euro, en passant par le compte des opérations français. Donc, on ne sera pas sorti de l'auberge. Quand vous le dites, j'ai envie de poser la question, le Sango sera donc arrimé à quoi? Justement, Oui. c'est ici que vous allez comprendre l'ingéniosité du président Faustin Archange Touadéra. La loi est claire. La SCA adopte les crypto-monnaies comme moyen de paiement numérique. En s'appuyant sur les bitcoins. Le bitcoin
La changeabilité du Bitcoin est en dollars. Ok. La changeabilité du Bitcoin se fait en dollars. Mais ce qu'on va nous imposer, et ça se fait en dollars et de manière directe. C'est pour cela qu'en l'état actuel, on a mis toutes les armes pour détruire l'image du président Touadéra. Parce qu'il vient de damer le pion. Il vient de mettre ce qu'on appelle dans notre jargon au quartier un crochet avec un petit pont. Un zolo. Il vient de mettre un zolo. Le Cameroun, qui n'a pas encore légiféré. Les autres États d'Afrique francophone qui n'ont pas encore légiféré. S'ils tardent à légiférer, vont leur imposer un système de crypto adossé sur l'euro via le compte des opérations de Bercy. J'interpelle le ministre des Finances du Cameroun. Je prends le peuple à témoin. Je prends les Camerounais à témoin. Je prends l'Afrique à témoin. Plus vous allez perdre du temps, plus vous allez permettre au patron de Binance de faire une proposition qui va encore nous assujettir. Alors que nous avons l'occasion aujourd'hui de nous libérer. Nous avons là, les dieux de l'Afrique ont pensé à nous permettant de constater qu'en 1945, le néocolon n'avait pas eu l'intelligence d'anticiper sur les évolutions des marchés futurs. C'est pour cela qu'ils n'ont pas légiféré sur les monnaies numériques en 1945, parce que ça n'existait pas. 70 ans plus tard, Dieu nous donne l'opportunité. Nos ancêtres ont vu la souffrance de nos peuples, de nos populations. Nos ancêtres, d'abord où ils sont, ils ont tout fait pour qu'on ouvre les yeux. Ils nous ont donné l'opportunité de se rattraper de l'erreur de 1945. Et c'est cette erreur-là que Macron va corriger rapidement avec le patron de Binance. Dans les jours à venir, on va vous imposer un système de crypto adossé sur l'euro via le compte des opérations logées à Bercy. Mais croyez-moi, vous y serez seul dans ce système. Touadéra ne sera pas avec vous parce qu'il est en bitcoin et en dollars. Et donc il est libre. Il sera libre de ses mouvements, son argent numérique, l'argent numérique des épargnants du monde qui vont miser sur le Sanocoin n'ont couru aucun risque de se retrouver ou de transiter par Paris. Aucun risque. Aucun risque. Donc, à bon entendeur, salut. Vous ne direz pas que vous n'avez pas été informé. Merci Jules Diawé, vous l'avez dit sur les plateaux de Foyou Média. On va retourner au téléphone avec Jean Sakpono. On me fait savoir que Jean est en place. Il voudrait dire son mot sur cette thématique. Jean, bonsoir depuis les États-Unis. Bonsoir Bachir, bonsoir technicien, bonsoir à tous ceux qui écoutent Foyou Média, bonsoir à vos invités, Jules et puis Jonathan. Oui, c'est bien dit. Jules, c'est ce que j'aimerais aussi demander, que les autres ont déjà demandé, Lamine et puis Delphin. Il faut expliquer, parce que vous voyez, vous approchez du Touadéra. Et vous comprenez, parce que nous on ne fait que constater, on voit, on constate. Mais il y a des gens qui donnent des points de vue, oh, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Non, ne les écoutez pas, parce que c'est lui qui fait la chose, Touadéra qui est en marche, il est dans un bateau. Ne l'effrayons pas. Mais l'ennemi se montre pour dire qu'il est plus sophistiqué. Non, le bateau, il y a des montagnes ici, il faut pas passer par ici. Non, l'ennemi ne peut pas te libérer. L'ennemi ne peut pas te libérer, ne peut pas t'aider à te libérer. Ça, il faut connaître ça. Alors, nous encourageons Touadéra à aller de l'avant. Aller de l'avant. Il n'y a pas de peur. C'est ce que dit Jules. Ils vont tout faire. Parce que leur existence, c'est de penser du mal des autres. Normalement, ils ne devaient pas avoir de coopération avec ces gens, ces sanguinaires-là depuis longtemps. Mais ils nous ont menti. Et ils mentent. Quand ils disent A, c'est pour après dire non, ils n'ont pas dit A, ils ont dit Z. C'est comme ça qu'ils sont. Et c'est de ça qu'ils vivent juste là, avec la force brute. Pour cela, il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de peur. Vous voyez,
Nous sommes en guerre. Et quand vous voyez que, effectivement, ton prochain qui est à côté, lui aussi est dans le sens de la guerre, c'est-à-dire, il fait mouvoir hein, la troupe vers la victoire, il faut l'encourager. Alors, c'est ce que je le dis. Et les Camerounais disaient depuis longtemps, plus de 3 à 4 ans déjà, que oui, on va sortir. Et on les encourageait, mais jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ces soi-disant économistes, c'est comme ça qu'on les a formés. Ou est-ce que Ouattara et puis Boubou Cissé disaient non? C'est comme ça qu'on les a formés. Pour eux, l'argent, c'est leur Dieu. Et on leur rassure qu'avec ça, ils ont tout. Et il faut seulement se rallier. C'est pour ça que quand ils se sont ralliés là, c'est fini. Ils sont prêts à trahir leur peuple, à tuer leur population, sans pitié. C'est ce que font les économistes de la sous-région Afrique centrale. C'était peureux. C'était peureux. Alors, c'est bien lancé l'appel de Jules. Il n'a qu'à être à l'écoute, il n'a qu'à écouter. S'il hésite, l'ennemi, lui, n'a pas peur. Il va leur faire ça. Et vous allez rendre compte à vos aïeux africains. Nous sommes en guerre. Si quelqu'un veut arrêter cette guerre, il sera bousillé sur le chemin. C'est divin. Que Dieu vous bénisse. Merci Jean Sakpono pour la contribution depuis les États-Unis d'Amérique. Alors, Jonathan Batengene, j'en viens à vous. Justement, est-ce que finalement, tel qu'expliqué, la crypto-monnaie ne serait pas réservée pour une certaine élite? Je prends notamment le cas Sangocoin, qui est endossé sur ce dollar et qui est une sorte d'investissement contre Sangocoin, d'investissement contre minerais centrafricains. Alors, le citoyen lambda dans tout ça, parce que là, quand j'écoute quand même les préoccupations des uns et des autres, justement, ça va dans le sens du citoyen. Tout va dépendre du gouvernement centrafricain. Oui. Pour démocratiser ce projet, tout va dépendre du gouvernement centrafricain. Il faut noter que dans la tokenisation, Oui. C'est un peu comme, pour comprendre l'opération, c'est un peu comme le marché des obligations sur la bourse. Oui. Lorsque un État veut refinancer un projet à travers la bourse, il ouvre un appel à emprunt obligataire. Oui. Et pour souscrire à une obligation, il donne la valeur de l'obligation. Ça peut être, je prends le cas de la BVMAC à Douala ici, c'est 10 000 francs. La valeur et il vous donne un nombre minimum d'actions, d'obligations que vous pouvez acheter pour être éligible. Alors, quand vous achetez le nombre minimum d'obligations, vous devenez un des emprunteurs de l'État du Cameroun, un des bailleurs de fonds de l'État du Cameroun. Et à terme, moyennant la commission qui vous a été, qui est généralement le taux d'intérêt, vous êtes remboursé. C'est un peu ce qui se passe, sauf que c'est dans un schéma différent. Avec le Sangocoin, il y a un système de rémunération qui est échelonné sur la durée. Parce que c'est le principe avec les monnaies, avec les crypto-actifs. Oui. On vous propose généralement un mode de rémunération qui peut être hebdomadaire ou bien par mois. Donc, ça va dépendre du gouvernement centrafricain. Quand vous dites, est-ce que ce sera élitiste? Peut-être pas. La Centrafrique peut décider d'établir le coût minimal sur les projets à un coût assez abordable. Imaginez que l'on place, disons pour des questions de faisabilité, l'on place le coût d'un Sangocoin à 5 000 francs CFA. Si c'est 5 000 francs CFA, Bachir, est-ce que vous-même ne pouvez pas souscrire à 10 Sangocoins? Vous pouvez le faire. Donc vous pouvez acheter ces Sangocoins et à terme devenir un actionnaire sur un grand projet qui va être développé en Centrafrique. Maintenant, le mode de rémunération sera défini par le gouvernement de Centrafrique. Ils peuvent dire que toutes les semaines, vos Sangocoins vous rémunèrent à hauteur de tel montant. Et ça veut dire que toutes les semaines, Bachir, vous allez juste toucher, comme les actionnaires d'une entreprise, vous allez toucher l'argent frais que vous avez investi sur la transaction. Oui. Au bout d'un an, vous pouvez vous retrouver à avoir touché 10 fois le montant que vous avez investi initialement. C'est un système qui est hautement rentable pour les deux parties. L'exemple le plus remarquable
de réussite, les exemples les plus remarquables de réussite en matière d'investissement en crypto-actifs, c'est au Nigeria, même ici au Cameroun. Vous avez parlé de Lieb Limal. Moi, je connais au moins 2-3 femmes qui m'ont contacté sur, à l'époque, j'étais sur Facebook, et qui me recommandaient, qui m'encourageaient à devenir client de Lieb Limal. Pourquoi? Parce que l'une des dames, elle était ancienne employée de Camerco, elle avait pris un crédit au Cameroun, et elle a investi 1000 $ canadiens. Elle en était déjà 11 000 $ de retrait. Et son compte avait 6 800 $. Elle m'avait envoyé les captures d'écran. Elle me dit, je rembourse mon crédit au pays grâce à ce système-là. Donc, c'est un mécanisme qui est généralement très démocratique. Et il faut voir là-dedans les nouvelles problématiques qu'on rencontre en socio-économie. L'actionnariat populaire. C'est des mécanismes de démocratie économique. C'est aussi une forme de justice sociale qui est établie. Parce que le citoyen lambda, à l'époque, qu'est-ce qu'il pense quand on lui parle du rubis? Justement, il pense que l'investissement sur du rubis est élitiste. Parce que acheter une pierre de rubis, ce n'est pas donné aux citoyens lambda. Mais aujourd'hui, la Centrafrique va permettre, même aux citoyens lambda, de devenir un actionnaire sur les projets d'exploitation du rubis, des émeraudes, pour les pierres précieuses, du diamant, de l'or pour les minerais, de l'argent, du cobalt, du zinc. Voyez un peu, Bachir, c'est ça que la Centrafrique est en train de faire. Tout au contraire, donc, que le Sango Coin est un projet qui donne large audience aux Centrafricains de participer à l'érection d'une économie forte. Pas seulement aux Centrafricains, à tous les Africains. Tous ceux qui nous suivent d'ailleurs, tous ceux qui sont en ligne sur For You Media, tous ceux qui sont chez eux en train de nous suivre, nous les encourageons à massivement souscrire au Sango Coin. Le développement de la Centrafrique dépend de chacun de nous. C'est cet engagement qui fera en sorte que demain, quand nous verrons cette Centrafrique se reconstruire, nous aurons l'orgueil, mais surtout la fierté de nous dire, nous avons participé à construire la Centrafrique. Ça veut dire que nous pouvons aussi construire nos propres pays. Et nous allons encourager nos gouvernements à adopter des projets identiques ou bien à rejoindre la Centrafrique dans le grand projet Sango Coin pour faire de ce projet le projet même de l'Afrique. Ça, c'est une initiative démocratique du président centrafricain et il faut saluer son initiative parce que ça va permettre à beaucoup de jeunes Africains de devenir actionnaires sur des matières premières qui étaient généralement réservées à l'élite. Alors, sur la même question, Jules Njaoué, la position du citoyen lambda, parce qu'on a quand même l'impression que c'est des investissements réservés à une certaine classe, une certaine élite. Et je vois la question de Djedjom Irénée Lamanois qui dit « Salut For You Media, dites-moi, comment peut-on avoir le Sango Coin ?» Alors, nous sommes dans une stratégie. On a fait la présentation du Sango Coin, le président Touadéra l'a fait, vous avez vu. Dans quelques jours, on va ouvrir le marché des achats. Et lorsqu'on va ouvrir des achats, il y aura une communication publique qui va donner des orientations. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que beaucoup ont dit oui, j'ai entendu sur RFI, sur TV5, certains opposants centrafricains qui ont dit que oui, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'Internet, donc c'est un projet qui ne peut pas prospérer, que c'est du tape à l'œil. Mais il faut comprendre que lorsqu'on a l'imagination limitée, c'est normal qu'on raisonne ainsi. Le président Touadéra a analysé tous les contours de ce projet. Et une économie n'est pas que faite de monnaie. Une économie n'est pas que faite d'opérations bancaires. Une économie se fait aussi par l'agriculture, la production. Voilà. Donc, le président Touadéra, conscient de tous ces problèmes, dans la crypto, commence l'opération crypto par la crypto-investissement. La preuve, depuis 2 mois, une loi a été prise, mais le CFA est toujours là. La crypto-investissement consiste en quoi? Par exemple, on décide de lancer, on constate que les Centrafricains sont mal logés, comme c'est le cas aujourd'hui. Il y a un déficit en logements sociaux. On circonscrit un périmètre du territoire, on décide de construire une ville nouvelle. La
construction de cette ville nouvelle va nécessiter 500 milliards de francs CFA. C'est un exemple que je prends. L'État n'a pas les 500 milliards. Mais l'État a l'idée ingénieuse de créer une crypto, de faire un token sur le projet et d'aller sur les bourses et marchés crypto. Un peu comme les banques qui prennent de l'argent aux citoyens, l'argent de nos épargnes et dépôts. Ils vont spéculer sur les marchés boursiers. Mais voilà. L'État va aller sur les bourses et les marchés crypto, mettre le projet et des Camerounais, des Centrafricains, des Italiens, ceux-là qui connaissent le fonctionnement de la crypto, sur les marchés de Singapour. C'est monnaie courante. Ils vont constater qu'il y a un projet dans X pays, dans un pays qui est la RCA, qui nécessite 500 milliards de francs. Ce projet est adossé sur le Sango. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Un Sango lié à ce projet égale à tel montant. Comme le Bitcoin. Vous avez vu pendant la dégringolade, le Bitcoin est parti de 30 000 euros, 30 000 dollars à 16 000 dollars. Oui. Le Sango pourra coûter 20 000 dollars, 15 000 dollars, surtout qu'il a arrimé au Bitcoin. Ça signifie quoi? Ça signifie que lorsque nous lançons notre projet, lorsque le président Touadéra lance la construction, ceux qui vont vouloir souscrire vont souscrire au taux du Bitcoin. Ils vont souscrire le projet au taux du Bitcoin. Si le Bitcoin est à 20 dollars, un Sango coûtera 20 000 dollars. Un Sango coin coûtera 20 000 dollars. Et lorsqu'ils vont prendre, ceux qui prendront, certains prendront 10 Sango coins, c'est-à-dire 20 000 dollars x 10, qui feront 200 000 dollars. D'autres vont prendre 50. De toutes les façons, la cagnotte va être rassemblée. On va obtenir les 50, les 500 milliards. On va engager le projet en sachant que lorsqu'on va construire cette ville nouvelle, l'investissement de 500 milliards va rapporter 1250 milliards, puisque cela va être revendu aux consommateurs, soit par un mécanisme d'achat à crédit ou par un mécanisme d'achat comptant. C'est l'argent de l'État. C'est l'argent de l'État? Non, c'est l'argent que génère le projet. Donc, si le projet, les 500 milliards ont été souscrits à un taux d'intérêt de 20-25%, une fois qu'on a vendu, on a réalisé le projet qu'on a vendu, et que l'État, le projet a généré les 1200 milliards, on dégage simplement la quote-part contractuelle, qui peut être de 20 ou 30 ou 40%. Et vous verrez donc que celui qui a souscrit un Sango à 20 000 dollars, lors de la vente, après la vente, va se retrouver avec un retour sur investissement de 30 à 40% de ce qu'aura généré les 20 000 dollars. Mais ce n'est pas magique. Pourquoi vous mystifiez? Ce n'est pas magique. C'est simplement que ça sort des schémas classiques. Oui. Des schémas classiques sous contrôle de Bercy et de néocolons. C'est tout. Très bien. Merci à Jules Diawé. Alors, Jonathan Batengene, on a 2 minutes pour refermer cette édition. Je vous passe la parole. On a suivi un peu comment le néocolonialisme essayait de nous maintenir. J'ai particulièrement échangé avec le président Jules Diawé sur le sujet. Donc, sachant qu'il avait des révélations à faire et que ces révélations étaient fracassantes parce que moi-même, elles m'ont bouleversé au moment où nous avons échangé, surtout avec cette question de Binance. Oui. Je crois que les Africains peuvent comprendre maintenant quel est l'enjeu en Centrafrique. Oui. Le projet Sango, c'est la face visible d'un véritable combat de libération qui est mené contre le néocolonialisme. Oui. Ce néocolonialisme a un visage, c'est la France, dans le cadre de la France-Afrique. Mais ce néocolonialisme peut aussi être états-unien dans d'autres cas, hein, parce qu'il y a encore beaucoup d'éléments. Même ce Sango Coin qui est adossé sur le dollar, qui est adossé quelque part sur le dollar, parce que le Bitcoin est adossé sur le dollar, demain, les Africains devront voir, lorsque nous allons repasser au niveau de la monnaie fiduciaire, nous allons revoir les codes.
Pour l'instant, c'est une solution qui a été trouvée par le président centrafricain. Ça évite à la Centrafrique beaucoup de goulot d'étranglement, le temps de réalisation des investissements, qui est parfois limité par l'absence de devises ou bien par la conversion des monnaies au niveau international. Ça, c'est des mécanismes qui sont contrôlés par la Banque centrale, qui est totalement adossée sur le Trésor français. En fait, c'est un abus de langage que de dire que nous avons une banque centrale. Véritablement, nous avons le Trésor français comme banque centrale. Le gouverneur de la BEAC, ce n'est que le représentant local du Trésor français. Le gouverneur de la CEDEAO, c'est le même, de la BCEAO, c'est le même statut. Notre vraie banque centrale, c'est le Trésor français. Pour se détacher de cela, le président Touadéra a déjà réalisé un grand pas. Il faudra donc passer à la phase suivante et nous invitons l'ensemble des chefs d'État africains de l'Afrique centrale à se pencher sur le dossier. Bientôt, M. Macron va venir au Cameroun. Oui. Nous lui réservons l'un des accueils les moins chaleureux qu'il ait rencontrés dans le monde. M. Macron n'est pas la bienvenue au Cameroun. Mais surtout, nos chefs d'État doivent envisager sortir du franc CFA. La diplomatie camerounaise nous devons sortir du franc CFA. Jonathan Batenguene. Tout le monde est le bienvenu. Hein. Et puis le reste, ce sera non, lui, par contre, n'est pas le bienvenu. Ce qui en ressortira de ces échanges avec les autorités camerounaises. Jules Diaoui, en 30 secondes, puisque je dois rendre l'antenne. Oui. Non, je vais continuer parce que le temps nous fait défaut. Oui, oui. Mais je voulais expliquer un autre avantage de la crypto. Vous voyez, en Centrafrique, pour l'Aïd, pour la fête du mouton, oui, qui est une fête religieuse et très importante pour les peuples musulmans, une communauté de près de 300 musulmans centrafricains ont cotisé leur argent, ont fait un virement en Arabie Saoudite pour payer les kits, pour payer les frais d'hébergement, pour payer les frais de mise à disposition de l'avion pour le Hajj. Mais un mois après, les fournisseurs n'ont jamais eu l'argent. Pourquoi? Parce que l'absence de devises. La France estime que la Centrafrique n'a pas assez de devises pour compenser. Vous voyez? Si la crypto existait déjà, était déjà fonctionnelle en RCA, il n'y aurait pas eu ce problème. Les pauvres pèlerins, à partir de leur téléphone, smartphone, auraient simplement mis de l'argent dans leur token, dans leur crypto, fait le virement, le fournisseur reçoit l'argent, envoie ce qu'il a envoyé et la transaction est faite. Aujourd'hui, les pauvres pèlerins n'ont pas pu faire le voyage parce que la Banque de France, le compte des opérations, estime qu'il n'y a pas de devise. Donc, voilà encore un autre avantage de la crypto, mes frères. Merci Jules Diaoui pour ces précisions. En tout cas, certainement le prochain match, nous irons tous. Hein. Pourquoi pas, en passant par le Sango Coin. Merci infiniment à Jules Diaoui, à Jonathan Batenguene et à toute l'équipe de production. Vous ne zappez pas, vous le savez, juste après nous, ce sera le journal conduit par Bégoudé Madone. Et bien sûr, l'invité du journal nous parlera de la tripartite entre Ouattara, Alassane Dramane, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. Tout à côté, on reviendra aussi sur la décision des autorités maliennes à suspendre pour le moment toutes les opérations de relève qui concernent la MINUSMA. Merci donc à toutes et à tous et bonne suite des programmes sur For You Media.